Dans ce monde, l'humanité a été poussée au bord de l'extinction par les créatures mortelles, connues sous le nom des 17 bêtes, et les seules armes capables de les combattre sont les armes Dug, maniées par les héros. Et aujourd'hui, l'un de ces héros vit ses derniers instants sur le champ de bataille. It a réussi à vaincre la bête, appelée Ebon Candle. Mais toute l'énergie qu'il a utilisée pour combattre a épuisé son corps. Alors, lorsque Ebon Candle explose dans une flamme ardente, le corps de Willem est pétrifié par une malédiction. Cependant, 500 ans plus tard, Willem est ressuscité en tant que seul survivant de la race humaine. Un jour, alors qu'il se promène en ville, Willem remarque une fille en train de tomber. Il court pour la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. Les gens se rassemblent pour voir ce qui se passe, mais au lieu de l'aider, ils la regardent avec dégoût parce qu'elle n'a aucun trait animal. Kafley s'excuse auprès de Willem pour tout le dérangement qu'elle a causé, mais il répond que ce n'est pas grave et lui demande si elle est nouvelle ici. Kafley avoue que c'est sa première fois dans cette ville. Willem lui donne alors sa capuche pour qu'elle puisse se couvrir et l'éloigne de la foule discriminante en l'emmenant dans une ruelle. Il l'emmène dans sa boutique et lui achète un chapeau pour qu'elle puisse cacher son visage sans fourrure. Mais avant qu'elle ne puisse le remercier, il la coupe et lui dit que cette ville est nulle. Il ajoute que la nourriture y est pire que celle de la Grande-Bretagne, que le taux de criminalité y dépasse celui de Gotham et que les chances de se faire agresser augmentent considérablement si on n'a pas leur apparence. Ce n'est donc pas un endroit idéal pour une touriste comme elle. Il propose de l'accompagner au port pour qu'elle puisse quitter la ville. Kafley apprécie son geste, mais elle lui explique qu'il y a un dernier endroit qu'elle aimerait visiter avant de partir. Elle lui demande gentiment s'il pourrait lui montrer le chemin. Willem finit par accepter d'être son guide, n'ayant rien de mieux à faire. Mais ni l'un ni l'autre ne sait vraiment où se trouve cet endroit, et ils se perdent presque immédiatement. Cependant, ils découvrent le bon côté des choses. Kafley a l'occasion de voir certaines des parties les plus belles de la ville et de s'amuser un peu. Quelques heures plus tard, ils arrivent enfin au point culminant de la ville. La raison pour laquelle Kafley voulait venir ici était de contempler cette vue magnifique, un rêve qu'elle nourrit depuis toujours. Elle remercie Willem pour cette journée spéciale qui lui permet de partir sans aucun regret. À cet instant, Willem remarque 3 hommes armés derrière eux, qui semblent être venus pour elle. Kafley jette un dernier regard au coucher de soleil avant de se tourner vers Willem pour lui exprimer une dernière fois sa gratitude pour cette journée mémorable. Ensuite, elle se dirige vers les hommes venus la chercher. Willem sent clairement que la situation est étrange, mais il préfère ne pas s'en mêler et éviter de se retrouver impliqué dans les affaires des autres. Plus tard dans la soirée, Willem rejoint un de ses amis, Grick, dans une taverne et lui demande des nouvelles de leur camarade, Inara. Malheureusement, Grick lui annonce qu'Inara a fait une erreur ce matin en s'aventurant à la surface et s'est fait dévorer. Willem ne sait pas trop quoi dire. Il s'excuse d'avoir abordé le sujet, mais Grick lui répond qu'il n'a pas à s'excuser. Être salvagé signifie accepter la possibilité de mourir chaque fois qu'ils partent en quête de trésors. Willem est visiblement contrarié, alors Grick tente de lui remonter le moral en lui annonçant une bonne nouvelle. Il lui parle d'une opportunité d'emploi qu'il a organisée pour lui. Willem est d'abord intrigué, mais dès que Grick mentionne que le travail implique de collaborer avec l'armée, Willem perd tout intérêt. Grick insiste, expliquant que c'est une excellente occasion de gagner beaucoup d'argent. Willem, cependant, rejette l'idée, remerciant Grick pour son souci, mais affirmant clairement qu'il ne veut pas accepter un autre travail. Grick comprend que Willem est encore accablé par la culpabilité de son passé, mais il l'encourage à aller de l'avant et à recommencer à vivre. À contre-cœur, Willem accepte finalement le travail et demande plus de détails. Grick explique avec enthousiasme que c'est une tâche simple. Willem doit juste agir en tant que gardien pour des armes spéciales entreposées dans un hangar militaire. Bien que l'offre semble suspecte, Willem décide de tenter le coup. Ce soir-là, Willem arrive sur l'île où ses nouvelles responsabilités l'attendent. Alors qu'il marche vers le hangar, une petite fille l'attaque soudainement avec un bâton.
Bien qu'il puisse facilement l'éviter, Willem choisit de la rattraper lorsqu'elle perd l'équilibre, ce qui le fait tomber dans une flaque de boue. Tandis que Willem tente de se relever, une autre fille qu'il reconnaît apparaît, tout aussi surprise de le voir. Willem a 1000 questions en tête, mais il décide de se concentrer d'abord sur le fait de se nettoyer, étant trempé et sale. On l'emmène au hangar, qui s'avère beaucoup plus luxueux que ce à quoi il s'attendait pour une installation militaire. Après s'être douché et changé en vêtements propres, Willem sort, seulement pour trouver Niglado debout devant la porte. Il essaie de l'éviter, mais elle l'attrape avec enthousiasme, ravie de le revoir. Willem espérait ne plus jamais croiser Niglado, mais il s'avère qu'elle travaille également au hangar, ce qui signifie qu'ils passeront beaucoup de temps ensemble. Niglado commence à faire visiter le hangar à Willem, lui expliquant qu'il est géré conjointement par l'armée et la guilde des marchands. Niglado représente la guilde, tandis que Willem agit en tant que représentant de l'armée. Elle complimente son apparence en uniforme, ce qui le met mal à l'aise, surtout lorsqu'elle plaisante en disant qu'il a l'air appétissant. Elle lui sert une tasse de thé, et avec un ton taquin, le rassure qu'elle ne mangerait jamais le dernier représentant de son espèce, à moins qu'il ne donne son accord. Elle pousse même la blague plus loin, en évoquant l'idée de se contenter d'un doigt ou d'un bras, mais Willem met immédiatement fin à la plaisanterie, avec fermeté. Changeant de sujet, Willem demande à Niglado quelles seront ses responsabilités en tant que gardien. Elle lui répond avec désinvolture qu'il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, les 2 derniers gardiens militaires n'ont même pas pris la peine de se présenter sur l'île. Si Willem préfère, elle propose même de l'aider à trouver un logement ailleurs. Willem lui répond que ce ne sera pas nécessaire, car il prévoit réellement de faire son travail, et de toute façon, il ne fait pas suffisamment confiance à Niglado pour la laisser s'occuper de son logement. Niglado le traite de méchant pour son manque de confiance, bien qu'il soit difficile de lui en vouloir, puisqu'elle adore littéralement dévorer les gens. Cela dit, Niglado est ravie que Willem reste ici, car cela signifie qu'elle pourra s'occuper de lui à nouveau. Mais alors qu'elle le fixe d'un air adorable, Willem doit se rappeler que lorsqu'elle parle de « gobeler sa chair », elle le pense peut-être au sens littéral. Pour en avoir le cœur net, Willem lui demande directement si elle a l'intention de le manger. Elle lui répond, sans détour, que bien qu'elle ait envie de goûter sa chair de diverses façons, elle ne le ferait que s'il lui en donnait la permission. Willem décide d'ignorer cette réponse dérangeante et change de sujet, demandant à Niglado des informations sur le travail. D'après ce qu'il sait, il est censé s'occuper d'armes spéciales, mais il n'a encore rien vu qui ressemble à cela. Niglado, comprenant sa confusion, se dirige vers une porte qu'elle ouvre. Derrière, 4 petites filles, qui écoutaient aux portes, sont révélées. Niglado lui annonce que ce sont ses enfants qui représentent les armes spéciales dont Willem devra s'occuper. Le lendemain matin, Willem est présenté à tous les enfants vivant ici. Il se demande depuis quand les lois sur le travail des enfants ont été abolies, car il ne comprend pas comment ces gamines peuvent être considérées comme des armes militaires. Malgré ses interrogations éthiques, Willem accepte son rôle de gardien et tente de faire bonne impression. Cependant, pour une raison qu'il ignore, tous les enfants semblent avoir peur de lui. À chaque fois qu'il essaie de s'approcher, il s'enfuit ou se cache. Niglado en profite pour lui lécher la joue, expliquant que l'expression sérieuse de Willem le rendait si appétissant qu'elle n'a pas pu résister à l'envie de le goûter. Bien que cette attitude soit un peu troublante, cela donne à Willem une idée pour gagner la confiance des enfants. Il se dirige vers la cuisine, attirant la curiosité des filles qui le suivent pour voir ce qu'il prépare. Elles sont surprises de découvrir que Willem est un excellent cuisinier. Lorsqu'il finit de préparer un plat, il tend une cuillère à Keitley pour qu'elle goûte, mais elle est trop gênée. Nefren, en revanche, se porte volontaire et adore immédiatement ce qu'il a préparé. Avec la première étape de son plan accompli, Willem passe à la deuxième, en utilisant sa sauce pour préparer un pudding délicieux pour les enfants. Les petites filles adorent le dessert. Alors qu'elles l'évitaient auparavant, elles se mettent maintenant à l'entourer avec enthousiasme. Un peu plus tard, Willem observe les filles jouer dehors. Mais en poursuivant un ballon,
Almira tombe accidentellement d'une falaise. Ses amis, étrangement, ne semblent pas s'en inquiéter, ce qui pousse Willem à descendre rapidement pour vérifier son état. Almira, visiblement blessée, rit nerveusement de l'incident et, malgré une commotion évidente, essaie de se relever pour récupérer le ballon. Willem commence à comprendre que quelque chose ne va pas avec ses enfants. Après avoir soigné les blessures d'Almira, il demande à Niglado des explications. Niglado, sérieuse pour une fois, lui demande s'il est vraiment prêt à entendre la vérité. Elle l'avertit qu'une fois qu'il connaîtra la réalité sur ses filles, il ne pourra plus jamais les voir de la même manière. Willem reste silencieux un moment, après la remarque de Ketli, visiblement troublée. Il lui demande ce qu'elle veut dire par « pas beaucoup de temps », mais elle évite la question en souriant faiblement. Sentant qu'elle ne va pas lui répondre directement, Willem change de sujet et lui demande comment s'est déroulée sa mission. Ketli raconte brièvement leur combat contre une créature mineure des 17 bêtes, minimisant ses propres blessures. Cependant, Willem peut voir qu'elle est encore épuisée et souffrante, malgré ses efforts pour cacher sa douleur. Plus tard dans la soirée, Willem confronte Niglado à propos des leprachons et de leurs conditions. Il est horrifié d'apprendre que, contrairement aux humains, leur vie est intrinsèquement liée aux Dug Weapons qu'elles manient. Chaque utilisation de ces armes consume une partie de leur essence vitale, les condamnant à une mort prématurée. Niglado, bien que cynique et détachée, admet qu'elle n'aime pas non plus ce système. Cependant, elle explique que sans les leprachons, les îles flottantes seraient donc vulnérables aux attaques des bêtes. Leur sacrifice est donc considéré comme un mal nécessaire pour la survie des autres espèces. Willem, visiblement furieux, rétorque qu'aucun enfant ne devrait porter un tel fardeau. Niglado, avec un ton sombre, lui rappelle que le monde n'est plus celui d'avant et qu'il n'y a pas de place pour les idéaux dans une guerre pour la survie. Cette nuit-là, Willem ne trouve pas le sommeil. Il repense au visage joyeux des filles pendant qu'elles dégustaient le pudding qu'il avait préparé et aux paroles désinvoltes de Ketli sur sa propre mortalité. Il se jure intérieurement de faire tout ce qu'il peut pour protéger ses enfants, non seulement contre les bêtes, mais aussi contre le monde cruel qui les traite comme de simples outils de guerre. Willem demande ce qu'elle veut dire par là, mais Ketli explique que dans 5 jours, l'île 15 sera attaquée par une bête. Normalement, les bêtes ne pourraient pas atteindre les îles dans le ciel, mais celle-ci en particulier peut libérer une partie de son corps pour attaquer les îles dans les airs. Willem demande comment elle est sûre que la bête attaquera dans 5 jours, mais après des siècles de combats contre les bêtes, les gens de cette époque ont développé des moyens de prédire leurs attaques. Et en utilisant son arme creusée à pleine puissance, Ketli peut générer suffisamment d'énergie pour se faire exploser et emporter la bête avec elle. Elle n'est pas heureuse de cela, mais elle estime que c'est nécessaire pour s'assurer que personne d'autre ne meure. Alors elle demande à Willem s'il lui accorderait un dernier vœu avant sa mort. Elle lance qu'elle veut un baiser, mais puis elle réalise qu'elle a dit cela à voix haute, alors elle se roule de gêne. Elle dit qu'elle ne veut plus parler, mais Willem la retourne. Et comme elle le voulait, il lui donne un baiser. Sur le front, mais tout de même un baiser. Ketli est tellement choquée qu'elle a à peine ressenti le baiser. Alors elle est sur le point de lui demander d'en donner un autre, mais Willem est déjà en train de la rouler sur le dos et de lui enlever son chemisier. Il explique que la raison pour laquelle Ketli se sentait si faible après son retour, c'est qu'elle a utilisé trop de vénénum, ce qui provoque des douleurs musculaires. Mais un bon massage devrait régler ça. Après que Ketli s'endorme, Willem se dirige vers la salle des archives pour chercher quelque chose qui permettra à Ketli de survivre à sa mission. Mais cet endroit est un chaos non organisé, donc cela va prendre un certain temps. Willem demande ce qu'elle veut dire par là, mais Ketli explique que dans 5 jours, l'île 15 sera attaquée par une bête. Normalement, les bêtes ne pourraient pas atteindre les îles dans le ciel, mais celle-ci en particulier peut libérer une partie de son corps pour attaquer les îles dans les airs. Willem demande comment elle est sûre que la bête attaquera dans 5 jours, mais après des siècles de combats contre les bêtes,
Les gens de cette époque ont développé des moyens de prédire leurs attaques. Et en utilisant son arme creusée à pleine puissance, Ket Lee peut générer suffisamment d'énergie pour se faire exploser et emporter la bête avec elle. Elle n'est pas heureuse de cela, mais elle estime que c'est nécessaire pour s'assurer que personne d'autre ne meure. Alors elle demande à Willem s'il lui accorderait un dernier vœu avant sa mort. Elle lance qu'elle veut un baiser, mais puis elle réalise qu'elle a dit cela à voix haute, alors elle se roule de gêne. Elle dit qu'elle ne veut plus parler, mais Willem la retourne. Et comme elle le voulait, il lui donne un baiser. Sur le front, mais tout de même un baiser. Ket Lee est tellement choquée qu'elle a à peine ressenti le baiser. Alors elle est sur le point de lui demander d'en donner un autre, mais Willem est déjà en train de la rouler sur le dos et de lui enlever son chemisier. Il explique que la raison pour laquelle Ket Lee se sentait si faible après son retour, c'est qu'elle a utilisé trop de Venom, ce qui provoque des douleurs musculaires. Mais un bon massage devrait régler ça. Après que Ket Lee s'endorme, Willem se dirige vers la salle des archives pour chercher quelque chose qui permettra à Ket Lee de survivre à sa mission. Mais cet endroit est un chaos non organisé, donc cela va prendre un certain temps. C'est une épée, pas une bombe autodestructrice. Donc le fait qu'elle se soit battue sans savoir comment utiliser son épée est surprenant. Willem lui dit qu'elle pourrait simplement apprendre à combattre la bête normalement, au lieu de se résigner à se faire exploser. Mais Kifle refuse de l'écouter et insiste que se faire exploser est la seule façon de garder tout le monde en sécurité. Elle est toujours dans le déni, mais Willem lui dit que le fait qu'elle ait perdu contre lui montre qu'elle manque cruellement de technique, mais que sa puissance, son endurance et ses instincts de combat sont assez bons. Donc, il est sûr qu'elle pourra s'améliorer suffisamment pour revenir de sa mission vivante. Et maintenant qu'il a prouvé son point, Willem finit par s'évanouir. Pendant qu'il est inconscient, Willem a un flashback du jour où il a vaincu Ebon Candle. Et même Ebon Candle était surpris que Willem ait pu faire une chose pareille. Mais il l'a aussi moqué, car tous les sorts que Willem a utilisés pendant le combat finiront sûrement par le hanter sous forme de malédiction. Et il ne survivra pas. Cependant, Ebon Candle pourra se réincarner un jour. Donc, bien que Willem ait gagné la bataille, il a finalement perdu la guerre. Et tandis que Willem se fait à son destin, il s'excuse auprès de ses amis, Lilia, Zoe et Almaria, de ne pas avoir pu les protéger. Un peu plus tard, Willem se réveille dans l'infirmerie, avec Niglado qui s'occupe de lui. Elle est vraiment inquiète, car pendant son absence, elle lui a fait des tests et a découvert que le corps de Willem est pratiquement en train de se désintégrer, mais il lui dit que c'est à cause de son passé. C'est une épée, pas une bombe autodestructrice. Donc, le fait qu'elle se soit battue sans savoir comment utiliser son épée est surprenant. Willem lui dit qu'elle pourrait simplement apprendre à combattre la bête normalement, au lieu de se résigner à se faire exploser, mais Kifle refuse de l'écouter et insiste que se faire exploser est la seule façon de garder tout le monde en sécurité. Elle est toujours dans le déni, mais Willem lui dit que le fait qu'elle ait perdu contre lui montre qu'elle manque cruellement de technique, mais que sa puissance, son endurance et ses instincts de combat sont assez bons. Donc, il est sûr qu'elle pourra s'améliorer suffisamment pour revenir de sa mission vivante. Et maintenant qu'il a prouvé son point, Willem finit par s'évanouir. Pendant qu'il est inconscient, Willem a un flashback du jour où il a vaincu Ebon Candle. Et même Ebon Candle était surpris que Willem ait pu faire une chose pareille. Mais il l'a aussi moqué, car tous les sorts que Willem a utilisés pendant le combat finiront sûrement par le hanter sous forme de malédiction. Et il ne survivra pas. Cependant, Ebon Candle pourra se réincarner un jour. Donc, bien que Willem ait gagné la bataille, il a finalement perdu la guerre. Et tandis que Willem se fait à son destin, il s'excuse auprès de ses amis, Lilia, Zoe et Almaria, de ne pas avoir pu les protéger. Un peu plus tard, Willem se réveille dans l'infirmerie, avec Niglado qui s'occupe de lui. Elle est vraiment inquiète, car pendant son absence, elle lui a fait des tests et a découvert que le corps de Willem est pratiquement en train de se désintégrer, mais il lui dit que c'est à cause de son passé.
Nicoletta remarque que les filles essaient de se faufiler, car elles sont également inquiètes pour Willem. Alors elle l'emmène à l'écart et lui explique son histoire. Il y a des années, Nicoletta faisait partie d'un groupe de récupérateurs, et un jour, alors qu'ils étaient à la surface, elle est tombée sur un homme pétrifié et congelé dans de la glace. Ils l'ont ramené sur l'une des îles flottantes afin de pouvoir lever la malédiction de pétrification. Mais lorsque Willem s'est enfin réveillé, il est devenu fou, car il ne savait pas ce qui se passait. Finalement, ils ont réussi à le calmer pour pouvoir lui expliquer l'état actuel du monde. Les humains avaient tourné toutes les autres races contre eux, mais ils ont continué à se battre jusqu'à ce qu'ils soient complètement anéantis, laissant Willem comme le dernier humain en vie. Nicoletta craignait que les enfants ne se retournent contre Willem, puisque la plupart des gens détestent les humains, mais ils sont en réalité très intéressés d'entendre parler de son passé. Mais pendant que les autres écoutent, Kittley s'envole, car elle a beaucoup à réfléchir. Plus tard dans la nuit, Willem est dans les champs en train de faire de l'entretien sur l'arme Doug de Kittley, pour se détendre lorsque tout à coup, Kittley revient. Elle lui demande ce qu'il fait avec son arme, alors Willem décide de lui faire un petit spectacle. Il démonte l'épée Doug pour l'ajuster et explique que tous ces petits fragments sont des talismans qui ont été assemblés pour former une lame, bien que la plupart des talismans individuels soient assez inutiles. Ils font des choses comme indiquer le nord, prévenir les cauchemars ou empêcher de se brûler, mais leur véritable pouvoir réside dans le fait que le porteur enchaîne les talismans ensemble pour créer des effets complètement nouveaux. Tiat est ravi d'entendre cela, alors les deux prennent le chemin pittoresque pour se rendre à l'hôpital, et Tiat adore chaque monument qu'ils croisent. Ils aperçoivent même une fontaine avec une légende urbaine qui dit que les couples qui viennent ici seront heureux pendant 5 ans, bien que cela ne semble pas fonctionner pour ce type qui vient de se faire gifler. Juste à ce moment-là, ils entendent du bruit provenant du marché. Alors ils s'y dirigent et voient 2 voyous détruire un étal de lapins. Ils continuent de chanter quelque chose à propos de l'annihilation, mais Willem ne veut pas vraiment s'impliquer. Alors quand les voyous essaient de fuir la police, il les fait trébucher et les laisse être capturés par les forces de l'ordre. Il commence à se faire tard. Alors Willem dit à Tiat qu'ils doivent bientôt se rendre à l'hôpital, et bien qu'elle soit déçue de ne pas pouvoir s'amuser davantage, elle prend sur elle et se dirige vers son examen. Alors que Tiat est toujours en train d'être examiné, le médecin s'approche de Willem et lui dit qu'il n'y a rien d'anormal chez Tiat, ce qui est une bonne nouvelle. Mais Willem ne comprend toujours pas l'objectif de cet examen, alors il demande une explication au médecin. Le médecin explique que toutes les fées ne sont pas capables d'utiliser des armes Doug, donc celles qui éveillent cette capacité sont amenées ici pour un examen et un réglage, afin qu'elles puissent devenir des soldats fées. Un peu plus tard, l'examen de Tiat est terminé, mais elle devra rester ici pendant la nuit pour être réglée, quoi que cela signifie. L'infirmière dit à Willem que la procédure sera terminée demain à midi. Alors Willem demande à Tiat si elle sera bien seule ici. Tiat lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour elle, mais elle est curieuse de savoir où Willem va dormir, puisqu'il ne peut pas rester ici. Willem lui dit qu'il y a une maison de repos spéciale réservée aux officiers comme lui. Et il se trouve qu'en tant que responsable, il est assez haut dans les classements militaires. Il est classé comme officier technique, et avec ce grade vient l'avantage de cette chambre incroyable dans la base militaire locale. Willem passe donc la nuit ici, et, le lendemain, il se prépare à aller chercher Tiat. Cependant, alors qu'il s'apprête à quitter la base, il heurte accidentellement une femme chienne. C'était clairement un accident, alors il tente de continuer et de poursuivre ses plans, mais la femme l'arrête car elle a une faveur à lui demander. Elle veut savoir si Willem peut l'aider à entrer en contact avec Limeskin, car il y a quelque chose qu'elle doit lui discuter. Mais Willem lui dit que Limeskin est actuellement avec Kittley et les autres, en train de combattre une bête, et qu'un bouclier magique a été mis en place autour de la zone, rendant les communications impossibles. À ce moment-là, des soldats paniquent en raison d'une nouvelle qu'ils viennent de recevoir au sujet de la mission que Kittley a accomplie. À son horreur, il lui annonce que la mission a échoué.
Willem tombe à genoux en larmes en réalisant que Ketely et les autres sont probablement morts au combat. Cependant, même si la mission a échoué, il s'avère que Ketely et les autres sont en réalité toujours en vie, et dès que Willem les voit, il court les embrasser aussi vite qu'il le peut. Pendant ce combat, toute la formation que Willem a donnée à Ketely portait vraiment ses fruits, car elle dominait le champ de bataille toute seule. Ainsi, la mission était en bonne voie pour réussir, mais de manière inattendue, une deuxième bête est apparue de nulle part, et celle-ci était beaucoup plus forte que la menace initiale. Limeskine a donc ordonné à tout le monde de se retirer et a déclaré la mission comme un échec, car il n'y avait plus de moyen de gagner à ce moment-là. Cependant, Kifali a refusé d'accepter cela, car elle avait promis à Willem qu'elle gagnerait et reviendrait vivante. Alors, pour s'assurer qu'il ne perde pas face à la bête, elle était prête à se précipiter seule à l'attaque. Mais en s'approchant, elle commence à voir des visions horrifiantes qui la figent sur place. Finalement, ils ont dû se retirer après tout, et ils ont été forcés de faire s'écraser l'île entière pour se débarrasser de la bête. Mais Willem est simplement heureux qu'ils soient tous revenus sains et saufs. Limeskine félicite Willem pour la formation qu'il a donnée à Kifali, car elle a vraiment fait une différence dans ses capacités de combat. Cependant, Kifali ne semble pas très heureuse à ce sujet, car elle se sent responsable de l'échec de la mission. Elle pense qu'ils auraient pu sauver l'île si elle s'était juste fait exploser comme prévu à l'origine. Mais Nefren fait remarquer que même si elle l'avait fait, la deuxième bête qui est apparue les aurait toujours forcés à abandonner l'île. Donc le fait qu'ils soient tous revenus vivants était le meilleur résultat possible. Kifali reconnaît que Nefren a un bon point, mais à part cela, elle lui demande pourquoi Nefren est restée assise sur les genoux de Willem tout ce temps. Nefren dit qu'elle est assise sur les genoux de Willem pour le réconforter, mais en réalité, elle le fait parce qu'elle aime être sur ses genoux. À ce moment-là, Fear entre précipitamment dans la pièce, car elle a des affaires urgentes à discuter avec Limeskine. Elle lui montre une lettre du groupe connu sous le nom de « Les Chevaliers de l'Annihilation », qui menacent d'assassiner son père, le maire, car il n'aime pas ces nouvelles politiques. Le maire travaille sur la création de lois qui empêchent la discrimination en fonction de la race, mais les Chevaliers de l'Annihilation détestent cette idée et feront tout pour l'arrêter. Elle demande à Limeskine de l'aider à stopper les Chevaliers de l'Annihilation. Mais malheureusement, Limeskine lui dit qu'il ne peut pas l'aider. Son statut de haut fonctionnaire militaire l'empêche de s'impliquer dans des disputes politiques, mais il connaît quelqu'un qui pourrait peut-être l'aider. Il regarde Willem et s'apprête à lui demander de l'aide, mais Willem le coupe et lui dit qu'il ne veut pas le faire. Fear commence à supplier Willem de reconsidérer sa décision, mais il l'ignore et commence à s'éloigner, car il doit encore aller chercher Théode.